Dis, est-ce que l'aller vert, ça existe dans tous les pays? Est-ce qu'on aide les gens de la même façon? Comment on sait qui a besoin d'aide si personne nous le dit? Et demain, quand je serai grand, ça existera toujours l'aller vert? Est-ce que les gens sont moins malades et tristes si on vient vers eux? Bonjour à tous, c'est autour de ces questions d'enfants que nous allons nous pencher en cette fin de matinée, s'inspirer d'ailleurs et puis identifier également les enjeux de demain pour les démarches d'aller vert. C'est le sens de notre échange sur cette fin de matinée. Je suis Caroline Thibault et moi mon métier c'est justement de questionner les impacts des changements en cours et à venir. Avec moi sur cette table ronde, 3 personnes d'horizons variés, mais toutes en connexion directe avec la thématique de ce matin et des points de vue complémentaires pour illustrer notamment des pratiques d'aller vers à travers le monde et puis également les enjeux de demain. Sans plus tarder, place aux présentations. Maïwen Henriquet est ici avec nous. Bonjour. Vous êtes référente Santé France chez Médecins du Monde. Alors Médecins du Monde, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une association médicale militante qui s'engage auprès des populations les plus vulnérables en France et également à l'international. Une mission pour Médecins du Monde, viser l'équité en santé de toutes et tous par ses actions autour de l'accès aux soins et aux droits, et puis également vous proposer des actions de plaidoyer. En France, il faut savoir que c'est à peu près 44 programmes, de ce que vous m'en avez dit, grâce à différentes modalités d'intervention, dont des actions sur des lieux fixes et puis également des actions mobiles via différentes typologies d'aller vers, à travers des maraudes, à travers également des démarches via des camions et également aussi en bateau notamment. Vous pourrez nous en reparler. Il y a également à mes côtés Stéphane Girard qui roule pour l'aller vert. Vous êtes le président de Tout en Camion. Alors Tout en Camion, c'est quoi? C'est un carrossier constructeur, si j'ai bien tout compris. C'est bien ça, oui. Voilà, donc vous êtes leader européen des solutions mobiles sur mesure, réalisées à la fois sur cabine, sur fourgon, véhicules utilitaires, camions porteurs, semi-remorques. Votre entreprise compte une équipe de passionnés justement qui proposent des solutions d'aller vers un peu partout dans le monde, et dans différents domaines, la santé, la sécurité, la défense, la culture, la formation. Et d'ailleurs à ce sujet, vous avez peut-être aperçu le Ciné-Mobile qui est à l'extérieur et qui propose tout au long des 2 jours des documentaires en lien avec les Verts. Donc c'est Tout en Camion qui a conçu ce ciné-mobile. N'hésitez pas à aller faire un tour durant votre présence sur le festival. Et puis pour présenter mon dernier invité, j'ai un chiffre clé à vous donner, 80%. Alors 80% c'est quoi? 80% de la santé dépend de facteurs qui ne sont pas médicaux, qui ne sont pas liés aux soins. Et face à ce constat, il nous semblait justement très pertinent de convier dans nos échanges Sébastien Fleuret. Vous êtes géographe de la santé et directeur de recherche au CNRS. Bienvenue. Donc Sébastien, vous pilotez des programmes autour de la géographie de la santé. Donc c'est notamment en lien avec tout ce qui est déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Donc votre éclairage nous sera également précieux. Voilà, pour finir sur cette introduction et pour vous laisser principalement la parole. Donc vous l'avez compris, il y aura 3 temps sur cet échange. Un premier temps où vous allez nous donner un peu votre définition de l'aller vers. Le deuxième, on va aller voyager un petit peu et puis découvrir des pratiques d'aller vers à travers le monde. Et ensuite, on reviendra sur les enjeux de demain. Et comme pour tout à l'heure, vous aurez également un petit temps pour poser 1 ou 2 questions et poursuivre ensuite lors du déjeuner, si vous le souhaitez, les échanges avec les personnes. Alors en écho avec la table ronde précédente, quelle serait chacun votre définition de l'aller vers en une phrase? Stéphane, peut-être pour commencer? Nous avons l'habitude de dire que l'aller vers, c'est la possibilité de donner accès à tous, à tout, partout, et dans les meilleures conditions d'ergonomie, de sécurité et de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on déplace le moyen qu'il doit offrir un service dégradé. D'accord, donc la notion d'accessibilité à tous et partout. Sébastien, vous, quelle serait votre définition de l'aller vers? Moi, en bon géographe, je vais relier ça au territoire, forcément, et au terme de recours, puisque un des enjeux
pour les populations, c'est de pouvoir recourir aux soins, et aller vers, c'est dans les moments où la population ne peut plus elle-même aller vers le soin, c'est le soin qui va vers la population, avec la petite précaution que je garde toujours en tête, qui est qu'il ne suffit pas de mettre le service à la porte des personnes pour que les personnes se servent de cette offre, mais qu'il y a d'autres choses derrière. Je pense qu'on va en parler. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une personne à côté de vous qui est d'accord avec ça. Maïwen, vous, votre définition de l'aller vers? Ça vient complètement compléter la définition. Pour nous, c'est une modalité spécifique d'intervention structurée et éthique. L'aller vers ne s'improvise pas, ce n'est pas l'externalisation d'une activité en lieu fixe. On a fait le constat, en effet, que beaucoup de personnes rencontrent plein d'obstacles à l'accès aux droits et aux soins. Elles sont éloignées du système de santé, dû à des expériences antérieures négatives, un manque de connaissances sur leurs droits, le poids de la stigmatisation, le fait de ne pas parler la langue, de ne pas savoir comment accéder au système de santé. Et donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir faire de l'aller vers, c'est-à-dire aller rencontrer les personnes là où elles sont, là où elles se trouvent. Pour nous, ça peut être des lieux de vie, ça peut être des lieux de travail. Y aller au bon moment, quand les personnes sont présentes et disponibles, et adapter nos temporalités à celles des personnes. Ça demande une acceptance de la part des personnes. Et surtout, une posture d'intervention très importante, non-jugement, écoute, création du lien social. Tout ça pour permettre des actions de médiation, parce que nous on fait de l'aller vers aussi bien vers les personnes qui rencontrent les obstacles que vers des professionnels du soin et de l'accès aux droits. Et c'est tout le travail qu'on propose dans cette définition de l'aller vers, avec le but souvent de ramener vers, puisque dans le travail de Médecins du Monde, la philosophie des actions, c'est de ne pas se substituer au droit commun, mais bien d'évaluer la situation, de répondre à la demande, de créer l'accompagnement pour l'ouverture des droits et à orienter et accompagner vers les professionnels et le système de santé classique. Très bien, donc une définition bien complète de l'aller vers. Merci pour ces explications. Alors tout de suite, en résonance avec ces définitions, je vous propose justement qu'on voyage et qu'on partage un petit peu des initiatives, des exemples. Stéphane, vous justement qui commercialisez des unités mobiles un petit peu partout dans le monde, il y a un sujet primordial que vous souhaitez mettre en avant autour de toutes ces dynamiques, c'est l'importance du dépistage. Est-ce que vous pouvez justement nous faire part de votre point de vue ? Oui, alors en fait, ce qu'on a constaté, enfin, je pense que mon voisin est sera bien plus adapté à répondre à cette question précisément, parce que c'est lui qui maîtrise la statistique associée, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les taux de dépistage étaient quand même souvent plus élevés à partir du moment où effectivement on apportait le moyen de dépistage auprès de la population. La Danse, c'est une magnifique entreprise dans un petit village de 1500 habitants, à 20 km du premier centre de radiologie. Et le taux de dépistage y est très faible, puisqu'à partir du moment où on ne dispose pas de son propre moyen de locomotion, quel que soit son niveau de précarité, on n'est pas capable d'aller se faire dépister. Donc, et ça, on en veut pour preuve qu'on a énormément de demandes de conception, fabrication et livraison de ces moyens mobiles de dépistage à travers le monde, beaucoup plus qu'en France, étonnamment. Quelques chiffres pour l'illustrer. Nous sommes le leader, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce type de production en Europe. On a donc réalisé 100% des unités de mammographie mobile en France sur les 25 dernières années, c'est-à-dire 4. En parallèle, on en a livré 15 au Burkina Faso il y a très peu de temps, une quarantaine au Pakistan, une dizaine pour une petite région d'Arabie Saoudite, tout ça sur les 3-4 dernières années. Et le parc néerlandais, c'est une trentaine d'unités, le parc anglais, c'est une centaine d'unités. Donc il y a d'autres moyens peut-être que ceux qu'on utilise en France. Et nous, on note un vrai taux de satisfaction des personnels soignants, des patients, dans les zones dans lesquelles on a pu distribuer ces moyens, et ils reviennent et ils en réclament et ils en redemandent. Donc oui, on en est convaincu. On parle de soins ici, mais pas que. Le camion dehors, la magnifique salle de cinéma que vous avez dehors, c'est un autre exemple de ce qu'on pense qu'il faut apporter grâce au aller vers qu'on peut développer. Et là, ce qu'on développe avec le cinéma mobile, c'est on apporte la culture, mais on apporte le lien qui va avec, parce que ces cinémas, il y en a 4 en région centre qui tournent
sur une cinquantaine de villages de la région, et c'est le rendez-vous mensuel, bimensuel, des habitants du village, parce que ça recrée de la vie, ça recrée de l'événement, ça recrée du partage. Donc voilà, on en parle dans le dépistage, mais c'est beaucoup la thématique d'aujourd'hui, parce que à vos soins, c'est ça, les marsouins, c'est ça. Mais ça me paraît important qu'on aille au-delà. Nous, on travaille beaucoup dans la formation, on en a parlé, la culturation, c'est très important. Merci de le préciser. Alors justement, vous avez, par rapport à l'importance du dépistage, vous avez 2 exemples peut-être d'initiatives qui existent en Algérie et au Pakistan. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, nous dire un petit peu comment le projet s'est mis en place et comment ça fonctionne ? Oui, alors on a travaillé sur 2 thématiques différentes. Effectivement, sur le Pakistan, c'était multifacteur et multitypologie de dépistage. Donc en fait, c'est des grappes d'unités qui poids lourds qui pourraient grimper aux arbres. C'est-à-dire ces gros camions qui peuvent passer absolument n'importe où et se déployer dans les montagnes pakistanaises. Et qui sont généralement associés du moyen mobile d'urgence qui permet, une fois qu'on a détecté une pathologie qui nécessite une intervention d'urgence, de renvoyer les personnes concernées rapidement vers les moyens qui peuvent les soigner. Et là, la particularité de ce projet, c'était un partenariat public-privé où en fait l'État finançait les véhicules, les moyens mobiles, les mettait à disposition d'une entreprise privée, d'une para-association, qui elle ensuite faisait l'acte de soin, entretenait les véhicules et refacturait $1 la visite médicale, en fait, l'acte. Et puis à l'inverse, en Algérie, on a travaillé avec Novo Nordisk et Sanofi sur des projets de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, où là, à l'inverse, ce sont les laboratoires, dans les 2 cas, qui ont financé le moyen mobile. Qui l'ont mis à disposition du ministère de la Santé algérien, qui a mis ses équipes médicales qui donc opèrent les opérations de dépistage, et en échange de quoi ces 2 grands labos ont pu développer, installer leurs usines de fabrication de médicaments et les distribuer plus facilement. Voilà, donc c'est des exemples de... C'est pas uniquement que privé, on peut y intégrer du public, que public, on peut aussi faire intervenir du privé pour arriver à mettre en place ces opérations de dépistage. Et en Algérie, les résultats qu'on a eus de la part de Sanofi sont qu'ils ont sauvé, simplement par ces actes de dépistage dans le désert, ils ont sauvé un nombre incalculable de vies de gens qui étaient en situation extrêmement critique et qu'ils ont pu tout de suite aller rerouter vers les hôpitaux en mesure de les soigner. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces exemples. Sébastien, je crois que vous partagez également l'importance de la prévention et du dépistage, en particulier au sujet des maladies infectieuses. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire voyager en nous illustrant certaines pratiques que vous pouvez observer? Je peux vous emmener au Bénin. Allons-y. Je viens de rentrer il y a 5 jours. Au Bénin, on travaille sur une maladie qui s'appelle l'ulcère de Buruli, qui est une maladie de la peau. Qui est un ulcère qui se soigne très bien par antibiothérapie. Avec 8 semaines d'antibiothérapie, on résout les problèmes à condition que le problème soit pris relativement tôt. Or, la problématique à laquelle on fait face, on est dans des zones rurales du Bénin, la région de Pobé, le fleuve Ouémé, magnifique par ailleurs, mais assez reculé avec des villages qui n'ont pas d'accès routier. Et des populations et des modes de transmission qui sont méconnus. On soupçonne que la transmission se fait par une punaise d'eau qui pique les gens quand ils ont des contacts avec l'eau, mais on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Ça peut être par les travaux au champ, ça peut être quand ils vont chercher de l'eau, ça peut être quand les enfants se baignent, ça peut être quand les femmes vont faire D'ailleurs, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus touchés parce que c'est les femmes qui vont faire les tâches qui sont les plus exposantes. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils se contaminent. Le temps d'incubation est très long. Une fois qu'il y a les premiers symptômes, ça ressemble à toute une autre série d'ulcères de la peau qui sont bénins et qui sont chroniques. Donc les gens ne s'inquiètent pas. C'est indolore, donc il n'y a pas besoin d'aller se soigner trop vite. Tout ça fait qu'il peut se passer des fois entre 8 à 9 mois entre le moment où la personne s'est probablement contaminée et le moment où elle vient nous consulter. Et entre-temps, elle s'est soignée avec ce qui était en proximité.
c'est-à-dire la médecine traditionnelle, soit les recettes qui se passent dans la famille, soit un tradit praticien à côté, avec des soins qui parfois nous font sursauter. J'ai vu des cataplasmes, mélange d'efferalgan, moutarde et bouse de vache sur une plaie à vif. Bon, voilà. Et l'enjeu pour nous, c'est d'abord de comprendre comment les gens se contaminent, mais aussi de les amener aux soins le plus tôt possible, de manière à ce que la gravité soit amoindrie, parce que quand on attend, ça peut nécessiter une greffe de la peau, ou ça peut aller jusqu'à des amputations, et c'est des problématiques qui sont ensuite très invalidantes pour le reste de la vie de la personne. Et ce qui a été mis en place, là, c'est ce qu'on appelle des consultations foraines. Donc il y a un certain nombre de dispensaires ou de points de santé qui maillent le territoire, mais dans lesquels il n'y a pas de personnel de santé permanent. Il n'y a que des infirmiers temporaires, voire des fois juste un aide-soignant ou un relais communautaire de santé. On va parler de cette fonction un peu plus tard. Et là, du coup, il y a toute une stratégie de passer très régulièrement sur le territoire, de se faire identifier, donc de réduire la distance géographique. Parce que finalement, les soins qui sont donnés par l'hôpital qui est financé par la Fondation Raoul Follereau, les soins sont gratuits. Donc finalement, ce n'est pas l'enjeu financier du soin qui est le problème, c'est l'enjeu financier, des fois, de juste trouver une moto et de payer le déplacement. Je dis une moto parce qu'une voiture, c'est encore plus rare. Et aussi de perdre une journée de travail au champ, des fois, pour aller accéder aux soins. Et puis un autre enjeu, mais je pense que tu vas nous en parler après, c'est d'avoir confiance dans la médecine occidentale. C'est de passer outre le fait qu'on croit, on est dans un pays de culture vaudou, donc on a des personnes qui croient qu'elles ont une malédiction. Et finalement, c'est d'amener les gens à se dire, ok, soigne la malédiction, mais essaye aussi l'antibiotique, on ne sait jamais. Donc voilà, tout ça c'est aller vers la personne, aller à la rencontre, alors déjà géographiquement, réduire la distance, mais aussi culturellement et humainement. Très bien, merci pour cet exemple. Alors du Bénin, partons vers la Colombie. J'en parlais tout à l'heure, une démarche d'aller vers en bateau, c'est pas commun non plus. Est-ce que Maïwenn, vous pouvez nous l'illustrer? Oui, donc je vais vous parler moi de l'aller vers qui est fait en bateau en Colombie, même si c'est un exemple, parce que Médecins du Monde a beaucoup de programmes d'aller vers en France, mais là on avait choisi pour illustrer pour la table ronde de parler de la Colombie. Donc il faut savoir qu'une partie du territoire, et c'est spécifique au pays, est accessible uniquement par voie fluviale. Et donc c'est des villes, des villages avec des communautés qui peuvent varier entre 350 et 2000 personnes qui sont accessibles uniquement par bateau, avec des spécificités ethniques et culturelles. Donc il y a un partenaire qui gère un bateau hôpital avec des soins santé primaire et soins hospitaliers de niveau qu'on peut appeler 2, donc de la gynéco, de la chirurgie, notamment dentaire. Et là, c'est un gros bateau qui ne peut aller que sur des grands fleuves, donc qui peut toucher les communautés qui sont aux abords des grands fleuves. Mais sur les plus petites rivières, il n'y a personne et il n'y a pas d'accès au système de santé pour ces populations. Donc c'est là que Médecins du Monde intervient, donc sur des zones où il n'y a pas d'autres acteurs de santé. Et donc quand on fait de l'aller vers, on part avec 2 pirogues, une pirogue qui transporte du matériel et une pirogue qui transporte l'équipe. Il faut savoir qu'il y a au minimum 5 heures de trajet pour se déplacer, et ça peut être plus selon les lieux, et que l'équipe va rester 1 semaine sur place, et que toutes les semaines, l'équipe change de lieu. Et donc quand ils arrivent, il y a l'équipe de soignants, mais il y a aussi une équipe logistique. Il va falloir trouver le lieu qui va être dédié au centre de santé, donc il s'adapte en fonction de la typologie des lieux. Et puis il y a un lieu pour l'équipe pour vivre, et donc ils montent des tentes et ils trouvent tout un système pour camper, se nourrir, organiser en fait le lieu de vie et le lieu de soins. L'intérêt, c'est d'avoir une régularité. Et donc en fait, il y a une rotation qui fait qu'ils arrivent à être présents à peu près tous les 2 ou 3 mois sur le même lieu. Et il y a tout un travail de coordination avec les autorités et le système de santé local. Il y a un contexte sécuritaire en Colombie, puisqu'il y a beaucoup de confrontations entre des groupes armés et militaires. Les personnes sont soumises à des couvre-feux, il y a une limitation des déplacements. Donc Médecins du Monde travaille avec les communautés pour pouvoir intervenir.
Dans les actions précises de Médecins du Monde, il y a une intervention à un niveau, ce qu'on appelle nous, de soins de santé primaire, donc prévention, promotion de la santé, offre de soins, donc consultation médicale, délivrance de médicaments. On va aborder tout ce qui est autour des droits santé sexuelle et reproductifs. On va faire tout un accompagnement sur les violences basées sur le genre. On a une offre d'avortement. On fait aussi des accompagnements en santé mentale. Voilà un petit peu ce qu'on peut proposer dans ces sites délocalisés quand on fait de l'aller vers. Et enfin, il y a un système de navettes fluviales d'urgence qui font partie du système de santé pour transférer les patients aigus qui ont besoin d'être orientés vers l'hôpital. Et s'il n'y a pas de navette de disponible, Médecins du Monde a un bateau et peut référer, dans ce cas, les personnes à l'hôpital. Il y a aussi tout un travail avec des relais communautaires qui sont identifiés, des agents de santé communautaire, en partenariat avec l'université en Colombie et avec le ministère de la Santé, avec qui on travaille. En Colombie, Médecins du Monde fait aussi de l'aller vers terrestre sur des zones enclavées mais accessibles par la route. Et il faut savoir qu'il y a une crise régionale migratoire à cause de la situation au Venezuela, avec un fort mouvement migratoire qui passe par des routes pour aller vers les États-Unis. Et donc Médecins du Monde a mis en place des cliniques mobiles sur les routes, là où passent énormément de personnes sur ce trajet, et un centre fixe juste avant le passage de la frontière. Voilà, et pour terminer, je voulais juste vous proposer la modélisation qui a été travaillée par le collectif des acteurs sanitaires et mobiles de Bordeaux, qui a rédigé une charte de l'aller vers. Et ça dit 1. Aller à la rencontre, donc mission Explo, repérage, bienveillance, neutralité. 2. C'est sur la posture, créer le lien avec la personne, c'est-à-dire par la régularité des interventions, par la posture, par la relation de confiance et surtout par le respect du libre arbitre des personnes. 3. Faire émerger et évaluer la demande par des actions de prévention, de sensibilisation, expliquer qui on est, ce qu'on fait, par savoir gérer des urgences. 4. Orienter et accompagner auprès des partenaires, santé, droits sociaux, logement, hébergement selon la demande des personnes. 5. Observer, rendre compte et alerter les institutions. On a aussi un rôle de veille sanitaire et sociale. On est présent sur place, on est sur des situations que personne ne va et on a accès certaines fois, on peut faire des alertes en fait. On fait aussi des rapports d'activité. Il y a un rôle en 6, assurer la formation et l'information. Partage d'informations entre partenaires, partage d'informations aussi au sein des personnes du lieu. Et enfin, organiser une action coordonnée, convention entre les partenaires, temps de régulation, communauté de pilotage, interconnaissance. Donc ça, c'est les 7 axes modélisés qui proposent la charte de l'aller vers. Très bien, merci beaucoup pour le partage de ces 7 axes. Alors justement, vous évoquez le sujet de posture. Sébastien, tout à l'heure, vous évoquiez rapidement, et peut-être ça peut être intéressant de détailler le rôle des agents communautaires de santé. En tout cas, ça vous interpelle à travers certaines missions que vous pouvez faire dans les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rôle C'est une réflexion que j'ai commencé à mener, on va dire au début des années 2000, quand en France, on ne parlait pas encore beaucoup de territorialisation. Le mot territorialisation, il est arrivé dans le vocabulaire de la santé avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009. Avant, on en faisait déjà un petit peu, mais on avait des documents qui étaient très bizarres. Je me souviens quand j'ai commencé moi, ma thèse au siècle dernier, j'ai consulté un document qui s'appelait la carte sanitaire. Donc en bon géographe, je m'attendais à voir des cartes. En fait, il n'y avait absolument pas de carte. Et en fait, j'en viens au sujet des agents communautaires de santé, c'est une façon de faire un relais entre finalement la programmation des équipements de santé, et souvent par santé on entend soins plutôt plus qu'autre chose, mais comment on territorialise les politiques de santé et de soins, et comment on s'assure que ce qui est décidé à l'échelle du politique et des techniciens des collectivités territoriales, entre autres, comment on s'assure que ça a une répercussion sur le terrain d'une part, et d'autre part que c'est bien fondé, donc ça c'est le top-down, hein, le descendant, et que c'est bien fondé sur un diagnostic de ce qui se passe réellement sur le territoire, donc avec des remontées, le bottom-up, de la part des communautés. Alors le mot communauté en France, il a pas le même sens que dans toute la culture anglo-saxonne, mais par communauté, on entend tous les gens qui habitent, qui pratiquent et qui vivent ensemble un territoire. Et un des
un des outils qui existent dans de nombreux pays, ce sont les agents communautaires de santé ou relais communautaires. Alors j'ai plusieurs exemples en tête. Là, celui qui me vient, qui est peut-être pas celui que j'avais évoqué préalablement, mais qui vient des discussions qu'on a eues juste avant, c'est au Brésil, où il y a le programme de santé familiale et il y a des relais communautaires. Donc c'est des gens qui sont recrutés dans la communauté, qui sont formés, non pas à devenir des soignants à part entière, mais formés à, d'une part, accompagner les gens vers le dépistage, donc être capable d'identifier les problématiques et de conseiller les gens en disant voilà, tu as tel problème, le dépistage est là, viens, je vais avec toi. Et d'autre part, une fois que les gens sont entrés dans le système de soins, qu'ils ont un traitement à observer ou qu'il y a un suivi à faire, à aller visiter ces personnes à intervalles réguliers, et s'assurer qu'elles n'ont pas de difficultés à continuer à prendre leur traitement ou que le traitement n'interagit pas avec des difficultés qu'ils peuvent avoir liées à d'autres déterminants de la santé qui sont des difficultés du quotidien, économiques, sociales, le logement, etc. Et donc dans ce cas spécifique du Brésil, chaque agent communautaire a 150 personnes et elle s'engage à aller voir chaque personne au moins une fois sur des cycles de 3 semaines. Et c'est juste une petite visite de voisinage en disant voilà. Et rien que ça maintient le contact et le lien avec le système de soins et peut permettre de réactiver, de réadresser la personne vers le médecin ou au contraire de temps en temps de remonter de l'information à l'équipe soignante en disant voilà, en ce moment il se passe quelque chose sur le territoire. Et là justement, effectivement, c'est l'occasion de pouvoir capter et de réaliser une analyse beaucoup plus fine de l'analyse des déterminants. Justement, Maïwenn, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et puis, est-ce que vous avez un exemple peut-être pour revenir en France aussi par rapport à ce sujet? Oui, toutes les actions de Médecins du Monde, en fait, sont basées sur l'analyse des déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire comprendre dans l'environnement des personnes tous les facteurs qui vont influer, ça peut être positivement, mais ça peut aussi être négativement, sur l'état de santé de la personne. Donc il y a plein de tableaux qui modélisent comment classer ces déterminants. Mais de façon concrète, moi j'étais à Dunkerque il n'y a pas très longtemps où Médecins du Monde a un projet où les personnes vivent sur des campements en fait les personnes sont sur leur trajet migratoire et espèrent passer en Angleterre et quelquefois restent quelques jours avant de pouvoir traverser. Et donc les personnes sont dans des conditions de vie très très précaires, sur des campements qui sont en permanence chassés par les forces de l'ordre puisqu'il y a une politique de non-installation. Et donc, il n'y a pas d'accès à l'eau, etc. Et donc, nous, on fait une analyse croisée entre la morbidité, c'est-à-dire les pathologies qu'on observe lors de nos cliniques mobiles. Donc, on a des camions, on fait de la clinique mobile en camion. On a 3 camions quand on se déplace sur le site à Dunkerque. Et on va croiser les pathologies rencontrées, donc toutes les pathologies qui vont être liées. Et là, on va les croiser avec les déterminants. Qu'est-ce qui va être lié aux conditions de vie ? Donc on a beaucoup de pathologies respiratoires, parce que les personnes vivent dehors, dans des tentes, dans des conditions compliquées, avec la météo compliquée. Beaucoup de pathologies dermato, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. On a beaucoup de problèmes de gale qu'on ne peut pas traiter, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau, etc. On va croiser les pathologies qui sont liées aux déterminants des tentatives de passage, et qui vont provoquer des chutes, des brûlures, des problèmes traumataux, beaucoup de stress, etc., etc. Et c'est comme ça qu'à travers l'analyse des déterminants, on va comprendre l'impact, et il y en a beaucoup des déterminants, je vous en ai cité 2, mais il y a énormément plus de déterminants, et on va comprendre l'impact qu'ils ont sur l'état de santé des personnes. Et ensuite, dans l'action de Médecins du Monde, soigner, témoigner, nous, notre travail, ça va être d'alerter sur l'existence de ces déterminants et sur trouver des leviers pour qu'on puisse travailler, alors pas nous Médecins du Monde, mais en alertant avec les pouvoirs publics et avec d'autres associations, sur ces déterminants. Comment lutter pour qu'il y ait un accès à l'eau, pour qu'il y ait des bennes à ordures, pour éviter qu'il y ait trop de déchets qui vont amener d'autres problématiques de santé, etc., etc. Et donc ce travail-là, on va le faire sur tous les projets sur lesquels on travaille, avec toutes les populations à lesquelles on travaille. C'est comprendre l'impact des déterminants sur la santé et voir avec les personnes sur lesquelles on peut agir ensemble avec les personnes concernées, qui ont la connaissance des conditions de vie, des conditions de parcours, des conditions de travail, et nous, notre connaissance sur le travail autour de la santé et l'accès au système de santé.
Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, nous l'avons vu, là, les enjeux portent, comme vous pouvez le vivre aussi, j'imagine, à travers votre quotidien, autour de la prévention, du dépistage pour anticiper au mieux les problématiques de santé. Vous êtes revenu aussi sur l'importance de provoquer le besoin et puis d'intégrer aussi les conditions pour que les bénéficiaires puissent se saisir de certains de ces dispositifs. Maintenant, justement, troisième temps de notre échange, regardons un petit peu vers l'avenir et puis essayons de répondre aussi à la question de cet enfant qui nous posait en introduction sur quels sont les enjeux d'aujourd'hui pour justement l'aller vers de demain. Tout d'abord, forcément, on ne peut pas éviter et éluder la question, quand on pense unité mobile, des enjeux écologiques. Stéphane, la question s'adresse à vous. Effectivement, on voit la multiplication de dispositifs mobiles. Ne va-t-on pas justement à l'encontre en fait de ces enjeux déjà présents aujourd'hui et qui se renforceront demain? Et ma question directe, en tant que concepteur d'unité mobile, quelle est votre réponse aussi à ces enjeux écologiques et quel est votre point de vue? Alors déjà, je partage la vision et le point de vue qu'il faut impérativement qu'on traite ce problème de production de CO2 et les émissions de CO2 produites par ces véhicules. Ensuite, une petite anecdote à partager. On a une équipe de master exécutifs de Sciences Po Paris qui sont venus travailler sur le aller vert à l'issue de la crise Covid avec nos équipes. Et puis, au bout d'un an et demi d'études, nous ont fait une restitution avec leurs profs à Sciences Po. Et l'intro, c'était: vos trucs, ils sont vachement bien, mais ils sont gros, ils sont moches et ils puent. Alors, j'ai une bonne nouvelle. On va bientôt livrer les 3 premiers camions de médecine du travail 100% non puants, 100% autonomes en énergie propre, décarbonée, et qui fonctionnent toute la journée sur l'énergie des batteries du poids lourd lui-même. Autant j'ai beaucoup de doutes quant à la capacité de nos amis constructeurs de poids lourds d'arriver à nous sortir des unités électriques qui puissent déplacer 40 tonnes sur 1000 km dans la journée, autant faire les quelques dizaines de kilomètres que font ces solutions de aller vert par jour et qui puissent ensuite aller ponctionner l'énergie résiduelle dans les batteries du camion pour apporter les soins nécessaires ou le dépistage nécessaire. Ça, on y croit beaucoup, on le sait, on le démontre. Et je vous invite à aller voir le petit camion dentaire qui est dehors, fabriqué par un de nos collègues, qui est totalement autonome. Et le projet évoqué tout à l'heure d'Octobus est prévu pour être lui aussi totalement autonome toute la journée, sans avoir besoin d'aller se brancher sur un groupe électrogène et sans avoir besoin d'apporter l'énergie. Et puis, une dimension supplémentaire à ça, c'est que on le voit déjà, sans aide forte des pouvoirs publics, la décarbonation totale du transport va être compliquée. Le nombre de ventes de véhicules électriques diminue. Et donc là, nous, ce qu'on propose avec nos solutions, qui sont qu'une partie de la solution, mais ce qu'on propose avec nos solutions, c'est d'apporter le moyen avec un véhicule décarboné versus je continue à prendre mon véhicule au pétrole d'ancienne génération, parce que ça fait quelques années déjà qu'il n'y a plus de développement sur les moteurs essence et diesel pour réduire encore drastiquement leur taux de production de CO2. Donc c'est une solution vertueuse à nos yeux à partir du moment où justement on va pouvoir utiliser ces développements de déplacement décarboné. Très bien, merci. Et justement, on a plein de porteurs d'unités mobiles dans la salle. Quels sont les conseils aussi pour se préparer à demain par rapport aux attentes en termes, vous l'avez dit, d'enjeux énergétiques, d'enjeux peut-être aussi d'aménagement? Est-ce qu'il y a un peu des nouvelles tendances ou est-ce qu'il y a des dynamiques un petit peu qui prennent le pas? Et quels seraient vos conseils justement aux personnes qui sont présentes dans la salle? Je crois que mon sentiment, c'est que pour que ce soit efficace, il ne faut pas faire d'économie sur la qualité. On en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment, quand on monte dans une roulotte, dans une caravane mobile, on parle de médecine foraine. Non, c'est pas ça. Il faut que je déplace un moyen qui apporte exactement la même qualité de soins, la même qualité de dépistage
que le moyen fixe. Et ça, c'est absolument indispensable. Sinon, effectivement, ça veut dire qu'on apporte un moyen dégradé et qu'il n'y a pas équité devant la santé. Donc ça veut dire qu'il faut investir un petit peu. Donc il faut investir dans des produits durables, c'est-à-dire qui durent plus longtemps, de bonne qualité. Il ne faut pas faire d'économie sur l'investissement à ce niveau-là, parce qu'au contraire, c'est contre-productif dans ces cas-là. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Sébastien, votre point de vue de géographe de santé par rapport aux enjeux de l'aller vers demain nous intéresse. Quels sont-ils? En tout cas, est-ce qu'il y en a un fort notamment que vous souhaiteriez partager? C'est un point de vue de géographe et un point de vue de chercheur aussi, de directeur de recherche, avec des programmes qui sont beaucoup en amont de l'action. Enfin là, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'action. Et nous, chercheurs, on a vocation à regarder un petit peu avant l'action ou à regarder des fois ce que l'action produit et quelles conséquences elle peut avoir. Moi, une des grandes questions que je me pose aujourd'hui, c'est aller vers, mais aller vers où? Parce que alors, je fais partie de ceux qui pensent que la géographie, c'est Yves Lacoste qui disait ça, la géographie, c'est une science qui se pratique avec les pieds. Et donc, nous, on est sur le terrain. Mais il y a aussi beaucoup de géographie qui se pratique depuis un bureau avec de l'analyse de données statistiques. Et je reconnais la grande qualité de ces travaux. Et en Pays de la Loire, par exemple, on a un observatoire régional de la santé qui fait des très belles choses. On a un outil qui s'appelle Pister, qui est une plateforme d'information avec des statistiques sur le territoire où il y a plus de 200 indicateurs disponibles. Ça, c'est génial. Mais moi, il me reste un problème et une question. Pour moi, c'est la grande question que je veux creuser dans les années à venir. C'est est-ce que on se trompe pas des fois, de pas grand-chose, mais on peut se tromper, de façon d'aller vers, parce que toute la statistique, elle est centrée sur notamment le domicile des personnes. Or, je prends un exemple fictif, mais qui m'a été inspiré hier en me promenant dans la région et en voyant les panneaux après Trignac, Saint-Malo de Garsac recherche un médecin, recrute un médecin. Il y a des grands panneaux à l'entrée de la commune. Très souvent, quand on regarde plus que la statistique centrée sur le domicile des personnes, on se rend compte que les personnes dans leur territoire, elles se déplacent. Je prends un exemple fictif. Mettons une femme de 50 ans qui a 2 enfants, qui vit seule, qui est séparée, foyer monoparental avec toutes les problématiques de santé qui vont avec, qui sont accrues. Elle habite dans une zone de désert médical. Tous les matins, elle fait 40 km pour aller travailler dans une ville à proximité. Ses enfants sont scolarisés dans un collège dans une autre commune. À quel endroit c'est le plus pratique pour cette personne de pouvoir accéder aux soins, notamment aux soins primaires? Je ne parle pas des soins spécialisés qui, eux, sont un peu par système d'organisation toujours dans les pôles principaux, mais à quel endroit c'est le plus pratique? Est-ce que c'est à côté de son domicile? Est-ce que c'est à côté de son lieu de travail? Est-ce que c'est à côté du lieu de scolarisation de ses enfants? Tout ça, c'est de l'information qui n'est pas dans la statistique et qui, pour moi, est un enjeu de connaissances à produire, et j'espère une des utilités d'être géographe de la santé. Alors justement, peut-être pour rebondir, je crois que Maïwenn, vous avez l'illustration à travers une démarche de cartographie. Oui, on a fait un travail de cartographie participative à Mayotte. Mais je voulais rebondir peut-être juste sur l'enjeu des personnes concernées, en fait, la place des personnes concernées, parce qu'on parle d'aller vers. Et en fait, pourquoi on fait de l'aller vers? C'est d'abord parce que des personnes rencontrent trop de freins pour accéder au système de santé, sont stigmatisées de par leur pratique, de par leur parcours, et en fait n'accèdent plus au système. Et il manque, là aujourd'hui dans le débat, il manque la place des personnes concernées. Comment on travaille avec les personnes pour augmenter leur autonomie, leurs compétences, leurs connaissances en santé et pour accéder au système de santé. Et donc il y a eu un travail de fait du coup là avec les personnes concernées à Mayotte. C'est un travail de cartographie participative avec les habitants d'un quartier, parce que nous on doit faire de l'aller vers à Mayotte dans des bidonvilles. Et en fait les équipes ne comprennent pas comment faire l'aller vers, ne comprennent pas où aller, n'arrivent pas à comprendre la physionomie du lieu. Et donc ils sont partis d'un travail avec une ONG, Carte ONG, pour repérer l'espace et l'arpenter de manière plus efficace.
avec les communautés qui, elles, vivent dans ces quartiers et donc connaissent, ont une expertise, une expérience du territoire et savent donner les informations clés. Et ils ont travaillé autour de 4 thématiques: l'accès à l'eau, l'accessibilité du quartier, la gestion des déchets, le vivre ensemble et l'aménagement du quartier. Bien. Est-ce que, je ne sais pas, Sébastien, Stéphane, vous avez une réaction par rapport à cette action menée? Quel est aussi le point de vue peut-être pour partager là-dessus? Moi, ça me fait fortement penser à un travail qu'on avait observé dans un autre pays. On est dans l'international. Hein, je vais citer un travail qui avait été fait au Mali et où justement la cartographie n'avait pas été faite comme ça et ils se sont plantés. Ils étaient en train de choisir comment implanter les centres de santé communautaire, donc la porte d'entrée pour les soins primaires. Et ils ont fait un maillage donc, dans les communes de la ville de Bamako. Et ils ont comptabilisé la population. Et puis, par foyer à peu près de 5000 personnes, ils ont implanté un centre communautaire de santé au milieu de la zone de 5000 personnes dans les quartiers, notamment dans les quartiers d'habitat spontané qui accompagnent la croissance urbaine. Et puis au bout de quelques années, quand on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait, on s'est rendu compte qu'il y avait un centre qui fonctionnait super bien, et puis les centres autour ne fonctionnaient pas, et les gens des centres autour allaient dans celui qui fonctionnait bien. Et là, ils ont fait le travail de cartographie rétrospectivement. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas bien tenu compte des habitudes de déplacement des personnes, des difficultés de déplacement des personnes. Ils n'avaient pas tenu compte non plus d'un truc tout bête, le ruissellement. Ils avaient mis un centre à mi-pente d'une colline, mais dès qu'il pleut, le ruissellement creuse la route qui n'est pas goudronnée et ça devient impraticable en voiture et en moto, donc les gens vont ailleurs. Et une fois qu'on a implanté physiquement la structure de soins, ça devient très difficile de la déplacer. Donc moi, je souscris totalement à cette démarche de cartographie et de s'appuyer sur... dans la littérature, on appelle ça les savoirs profanes de la population qui sont très utiles. Stéphane, est-ce que vous voulez partager aussi Juste peut-être une réflexion. L'entreprise que je représente aujourd'hui s'est développée grâce au camion de médecine du travail. Or, la médecine du travail, pendant des années, le médecin du travail était souvent le seul personnel de santé que pouvaient croiser les salariés de l'entreprise. Et donc, on a très bien développé l'entreprise autour de ce concept. On en a vendu plein. Et puis, à partir de 1995, on a arrêté complètement de vendre des camions de médecine du travail. Donc, vous en avez un ancien derrière qui a été repris par les Marsouins et bien repris et bien remis en valeur. Mais ça m'interroge, puisqu'en fait, maintenant, tous les salariés de l'entreprise prennent leur petite voiture, font 40 km aller-retour pour aller passer une visite médicale, alors qu'effectivement, ils passent une grande partie de leur temps éveillés sur le site de l'entreprise. Et la voiture, le transport, ça reste la première cause d'accidentologie au travail. Donc, on revient un petit peu à ce que vous disiez sur la cartographie, mais de quelle cartographie on parle, et je vous rejoins tout à fait. Peut-être juste avant de comprendre vos enjeux et la perception de vos enjeux pour demain, Maëwen, un enjeu complémentaire, Sébastien, quand on a préparé cette table ronde, c'est aussi le fait de penser en changement d'échelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je trouve que ça peut être aussi intéressant de partager sur ce point avec la salle. Oui, là c'est encore une posture peut-être de géographe. Et qui va s'adresser plus finalement aux décideurs qu'aux acteurs de terrain, parce que je suis persuadé que les acteurs de terrain sont tout à fait au courant de ça. Quand on fait du diagnostic territorial, une problématique qu'on va observer à l'échelle d'un quartier ou d'une commune ne s'exprime pas de la même manière si on change d'échelle, si on regarde à l'échelle d'une communauté de communes, d'un département, d'un ensemble de régions. Et il y a des effets, notamment des effets de bordure qui peuvent apparaître. Et on va se retrouver, alors je te vois sourire parce qu'on en a parlé hier autour du pays de Centre-Ouest Bretagne, quand on se retrouve à la frontière d'un pays ou à la frontière d'un département ou à la frontière d'une région, ou voire les trois d'un coup, on est tout en bas de l'arborescence descendante depuis les pôles principaux
faut, qui sont bien dotés, vers les périphéries. On est dans des sortes de Finistère, sauf que au bout du Finistère, il n'y a pas la mer, il y a la région d'à côté ou le pays d'à côté. Et c'est totalement illusoire de penser que les habitants de cette zone-là tiennent compte de la frontière administrative, comme les politiques publiques ou la programmation, planification de la santé en tient compte. Et donc, nous, en géographie, on passe notre temps à essayer de changer d'échelle et à essayer de prendre de la hauteur, de regarder d'un petit peu plus haut. Et notamment, ça peut se traduire sur les statistiques. Peut-être certains d'entre vous ont vu passer ont remarqué le changement. Autrefois, on cartographiait la densité médicale. On prenait le nombre de médecins pour 100 000 habitants dans un territoire. Aujourd'hui, on a un indicateur qui s'appelle l'accessibilité potentielle localisée, alors qui est un calcul plus complexe, mais on regarde dans un territoire l'offre potentielle à laquelle la population peut recourir, en incluant les communes voisines, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un médecin dans votre commune que vous n'avez pas accès aux soins. Puis des fois, vous habitez dans une commune, mais la commune voisine, elle est à 500 mètres et le médecin est dans la commune voisine. Et inversement, si on se place du point de vue de l'offre de soins, on regarde le bassin de recrutement qui ne se limite pas forcément au quartier ou à la commune. Donc ça, c'est un des intérêts de lire le territoire. Il y a quelque chose qui est particulier en France, on ne territorialise pas vraiment, il n'y a pas un territoire de santé. Comme dans certains pays, je pense que j'ai beaucoup travaillé à une époque sur le Québec. Au Québec, il y avait, quand j'ai commencé à travailler, c'était 195, puis à force de fusionner avec toutes les réformes néolibérales, il doit en rester une cinquantaine, mais il y a des territoires, et on prend le territoire et on réfléchit à toutes les problématiques de santé sur ce territoire. En France, on ne fait pas ça, donc on est tout le temps en train de questionner les échelles, les interactions, et à essayer d'articuler les acteurs pour travailler entre eux. Merci pour ce partage. Et vous, alors, Maïwenn, en tant que référente santé, quels sont, selon vous, les enjeux pour l'aller vers de demain ? Plusieurs enjeux. D'abord, travailler avec les personnes concernées, c'est-à-dire les intégrer dans nos équipes. Quand on fait de l'aller vers, nous, de plus en plus, maintenant, on travaille avec ce qu'on appelle des bénévoles pairs, PAIRS, qui ont l'expérience des conditions de vie, du parcours de migration, ou avec des salariés pairs. Parce qu'aujourd'hui, on estime que si on veut vraiment faire un travail de qualité et qu'on part des déterminants, donc qu'on est au plus près des conditions de vie, des conditions de travail, des réalités, des parcours, il faut intégrer des personnes concernées dans nos équipes qui vont créer l'accès, qui vont savoir de quoi on parle et surtout qui vont pouvoir continuer à sensibiliser, renforcer les connaissances, les compétences des personnes concernées. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, il y a eu des financements sur l'aller vers, il y a un développement de plus en plus et une multiplicité d'acteurs qui font de l'aller vers, quelquefois sur le même lieu d'ailleurs, et ça pose aussi question. Mais si demain les financements s'arrêtent, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va être pérenne? Est-ce qu'on a aidé les personnes à monter en compétences, à comprendre comment mieux prendre soin de sa santé, l'impact des déterminants et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet impact? Et comment s'orienter vers le système de santé. Donc en premier, pour nous, c'est vraiment travailler avec les personnes concernées, donc tout ce qui est autour de la santé communautaire et l'intégration des personnes pairs dans les équipes. En deuxième, c'est évidemment d'améliorer la qualité des pratiques en aller vers, donc on en a un petit peu parlé, ça passe par la posture, mais ça passe si on travaille avec des personnes qui ne parlent pas la langue, de passer par un interprétariat professionnel, donc d'avoir des budgets dédiés. Le non-jugement, respect de la confidentialité, même en aller vers, ça veut dire trouver des lieux où on peut parler en toute confidentialité et faire attention dans le lieu, si c'est un lieu de vie avec plusieurs communautés, à cet aspect. Et surtout, respect de la volonté des personnes. Voilà, les personnes sont dans d'autres priorités, d'autres stratégies, quelquefois de survie. C'est leur expliquer l'état de santé, les possibilités, et c'est bien la personne qui fait ses choix éclairés quand on lui a donné toutes les infos. Et enfin, l'enjeu important pour nous, c'est attention aux effets enfermants pour les publics des dispositifs d'aller vers spécifiques. On multiplie l'aller vers sur la santé, sur le social, et du coup, les personnes ne font plus vers le système de santé. Est-ce qu'on veut des dispositifs spécifiques ? Alors oui, les personnes sont mieux accompagnées, mieux accueillies parce qu'on connaît mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, leurs conditions de vie ou autres. Et on va du coup faire des conseils plus adaptés, Mais l'idée, c'est quand même que les personnes, au départ, que tout le monde ait accès au même système de santé, qu'il y ait une équité à l'accès aux soins et aux droits pour tous.
Comment faire pour que davantage de professionnels fassent de l'aller vers et qu'il n'y ait pas des professionnels de l'aller vers et des professionnels dans le système de santé, dans des bureaux qui ne connaissent pas. Et donc comment faire pour que tout le monde puisse faire un maximum d'aller vers. Identifier les freins pour les lever, pour faire que les personnes accèdent au système de santé, et penser à tout ce qui va être discriminant. On parlait tout à l'heure du transport. Si on veut que les personnes viennent vers le système de santé et que, en fait, ils n'ont pas accès au transport, qu'ils sont stigmatisés, qu'il y ait une criminalisation liée aux pratiques, ça fait que les personnes ne vont pas vers le système de santé. Et enfin, on voit la création avec la multiplicité d'aller vers, la multiplication des postes d'un nouveau métier qui est la médiation en santé. Et donc le médiateur en santé qui devient un tiers. C'est une fonction d'interface entre les personnes éloignées du système de santé et des professionnels. Et donc le médiateur en santé va faire de l'aller vers, ça fait partie de son travail. Il va aller vers les personnes concernées, ce qu'on a expliqué au plus près, connaître les conditions de vie et autres, donner les informations au système de santé et autres, et il va aussi faire de l'aller vers les professionnels de la santé et du droit, et faire des accompagnements physiques. Et il y a tout un travail intéressant autour de la médiation en santé, parce que pour les professionnels de santé, c'est aussi comprendre les conditions de vie des personnes pour donner des conseils adaptés. Le risque, ce serait une personne qui a des problèmes de sommeil, qu'on lui donne un conseil comme est-ce que vous avez changé de matelas, est-ce que vous faites un repas léger le soir, sans comprendre qu'en fait la personne elle n'a pas de matelas en fait, et les conditions de vie sont pas et les conseils du coup ne sont pas adaptés aux conditions de vie des personnes. Donc il y a tout un travail à faire aussi avec les professionnels de santé. Mais attention à la multiplicité des offres de médiation en santé, parce qu'aujourd'hui c'est un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas bien financé, qui n'est pas bien accompagné. Et il y a beaucoup d'enjeux autour de la fonction des médiateurs en santé qui sont quand même isolés. Et le risque aussi, c'est que du coup, ils deviennent tellement experts des conditions de vie des personnes concernées qu'ils parlent à la place des personnes concernées. On en revient toujours du coup au début des enjeux. Comment impliquer et travailler avec les personnes concernées dans l'aller vers. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces partages. Peut-être avant de prendre une ou deux questions, donc n'hésitez pas à réfléchir si vous avez une ou deux questions dans le public. Le mot de la fin, j'ai pas forcément envie que ce soit moi qui le donne. Je préfère vous poser la question, quelle serait l'idée clé de par ces échanges que vous souhaiteriez partager justement à tous les professionnels qui sont en face de vous. Maïwenn, peut-être si vous voulez commencer. Redevabilité envers les personnes concernées, envers les partenaires pour améliorer les accompagnements. Très bien, merci. Sébastien ? Moi, je vais revenir sur le territoire, de prendre le temps de connaître son territoire. Il y a des outils très simples. On a parlé tout à l'heure des cartes mentales, par exemple. Rien que de faire dessiner les représentations que les gens ont de leur territoire, c'est très instructif. Stéphane ? Le aller vers, c'est une partie de la solution. Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, il faut le faire dans d'excellentes conditions de qualité et de respect des gens vers lesquels l'on va pour que ça fonctionne. Donc, il faut rester intransigeant avec la qualité. Et petite lueur d'espoir, on peut absolument tout rendre mobile. Il n'y a aucun frein technologique à ce jour pour pouvoir déplacer l'offre de dépistage et de soins. La seule contrainte, c'est de le faire dans de bonnes qualités, à mes yeux. Très bien, merci pour la qualité de vos échanges et ces partages. Est-ce qu'il y a une ou deux questions qu'une ou deux personnes souhaiteraient poser, sachant qu'après, j'imagine que vous serez à disposition aussi au moment du déjeuner pour échanger librement. C'est aussi tout l'objectif du festival, de pouvoir échanger les uns les autres. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui, une question. Alors, je ne sais pas si ici, Elsa, merci. Le micro arrive. Bonjour, Géraldine Frottin, je suis bénévole père dans 2 associations en santé mentale. Vous avez parlé justement de la difficulté des pères aidants, des médiateurs pères. Donc il existe maintenant en santé mentale quelques formations professionnelles portées par la COMS notamment. Comment, dans notre métier ou même dans notre action, pouvoir dépasser la défiance des professionnels ? Oui, c'est une très bonne question. Alors moi, j'ai travaillé avec aussi des collègues pairs dans un autre domaine que celui de la santé mentale. Dans le domaine, c'était un programme de réduction des risques auprès des travailleurs, travailleuses du sexe.
Et les collègues, donc elles étaient intervenantes terrain pairs, acceptaient de dire qu'elles étaient pairs. Donc là, c'est aussi un enjeu. Dans certains endroits, des personnes ne souhaitent pas dire qu'ils sont pairs pour ne pas souffrir de la stigmatisation. Là, les collègues étaient OK de dire qu'elles étaient pairs. Et du coup, par rapport à... Donc elles venaient à plusieurs réunions avec des partenaires, avec des financiers, avec des bailleurs, mais aussi à des réunions avec des structures de soins. Je pense au planning familial, je pense à plein d'autres équipes avec qui on travaillait à Nantes. Et du coup, la défiance des professionnels, elle n'était pas là parce qu'à l'inverse, comme elles disaient qu'elles étaient pairs, elles avaient tout un savoir expérientiel qui était valorisé du fait. Et les professionnels étaient très intéressés aussi à avoir justement ce regard. Et on avait un croisement des regards. Moi, j'apportais autre chose sur la santé et les collègues apportaient le savoir expérientiel du coup de l'exercice du travail du sexe et du parcours migratoire. Et par contre, il y a bien eu des défiances, il y a bien eu beaucoup de difficultés. D'abord, le fait de dire que c'est pairs, c'est très difficile et sur la durée, ça a été compliqué pour certaines collègues parce que du coup, elles n'arrivent pas à sortir de ce statut pair. Elles parlent d'un plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles montent en compétences, mais à un moment donné, si elles sont embauchées, c'est parce qu'elles sont pairs aussi, et que c'était aussi l'enjeu. Et donc, à un moment donné, elles avaient besoin d'évoluer vers d'autres choses. Et du coup, je dépasse un petit peu l'enjeu de votre question. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est comment aussi protéger les pairs, parce qu'elles sont exposées à beaucoup plus de risques. Il y avait aussi pas mal d'enjeux par rapport à la communauté dont elles étaient issues au départ. En étant pairs, elles ne sont plus reconnues comme faisant partie de la communauté par les autres, par exemple travailleurs, travailleuses du sexe. Et pour autant, elles n'avaient pas l'impression d'avoir le même statut que des personnes de l'association. Et elles étaient toujours dans un entre-deux qui était aussi très délicat. Il y avait aussi l'absence de représentativité. Nous, on avait une collègue pair, et du coup, c'est compliqué d'être la seule pair qui est tout le temps mise en avant, qui est tout le temps posée comme pair, et c'était très lourd aussi à porter. Et enfin, nous, il y a eu énormément de problèmes de posture, y compris en interne à Médecins du Monde, par rapport à la personne pair, qui du coup s'est pris beaucoup de jugement et de réflexion, notamment sur des temps off, hors réunion, pas du tout adaptés. Après, cet enjeu de la défiance du système de professionnels, moi je le retrouve aussi avec les collègues médiateurs en santé, pairs ou non, puisque c'est un métier qui n'est pas reconnu aujourd'hui et que quand un médiateur en santé fait un accompagnement physique d'une personne pour X raisons, parce qu'en fait on justifie toujours pourquoi on accompagne la personne, et le médiateur n'est pas là pour traduire, donc c'est pas pour un intérêt de traduction, mais c'est vraiment en termes de renfort de capacité, de connaissance, d'explication, de confiance, etc. Mais quelquefois, le professionnel de santé dit « bah non, vous resterez dans la salle d'attente ». Et du coup, il y a un problème de reconnaissance du métier de médiateur, pair ou non, et il y a tout un travail là qui est fait aujourd'hui avec le CPMS, le collectif de promotion de la médiation en santé, pour justement travailler sur tout ça. Mais pour moi, il y a beaucoup d'enjeux autour des travailleurs pairs et il faut qu'on y... Enfin, nous, on y réfléchit beaucoup. On n'a pas toujours toutes les solutions. C'est aussi beaucoup de bon sens. J'aimais bien ma collègue qui me disait toujours ça. Et parce qu'en fait, c'est réfléchir ensemble et et contourner chaque difficulté. Savoir les poser, être assez transparent, en fait. Et ensuite, les travailler petit à petit. Et aller voir les professionnels de santé, expliquer qui on est, ce qu'on fait, y aller en équipe en fait, avec des kits à avoir. Quelquefois, nous on a des bénévoles médecins, et ben on va se servir du fait qu'on a un médecin dans l'équipe pour aller parler à notre médecin parce qu'on sait que ça simplifie l'accès et pour expliquer ce qu'on fait. Voilà. Merci pour ce retour, Maïwenn. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Oui, je vois une main se lever ici. Larissa va vous apporter le micro. Merci, bonjour à tous. Margot Marchal, je travaille pour l'association Hélène Keller Europe. On parle beaucoup de dépistage et de soins dans cette table ronde d'aujourd'hui. Alors je me posais la question de quelle était pour vous la place de la sensibilisation dans l'aller vers à l'heure actuelle. Tu souhaites répondre? Est-ce que je vous laisse? Stéphane, allez-y. Le dépistage commence par la sensibilisation, je pense.
tout simplement, je suis pas un professionnel de santé, mais c'est comme ça que je le ressens. Et justement, en fait, cette capacité à aller, grâce à nos unités mobiles, en fait, au aller vers, aller au-devant de la population, favorise certainement la sensibilisation préalable au dépistage. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses. Que vous voulez compléter? C'est assez fondamental. Je vais évoquer un travail qui commence, donc je n'ai pas les résultats encore, mais on est en train de commencer un travail avec le CHU d'Angers sur le dépistage du cancer colorectal. Et le point de départ de ce travail, c'est de remarquer que l'objectif que souhaiteraient atteindre les professionnels, c'est avoir 65% de taux de réponse positive aux différentes sollicitations qui sont faites pour se dépister, notamment chez les publics à risque au-delà de 50 ans. Et le point de départ de la recherche, c'est de remarquer que d'un département à l'autre, uniquement dans la région Pays de la Loire, on a des variations très fortes entre le département le plus faible qui doit être à 23 ou 24% et puis le département le plus élevé qui est un petit peu en dessous des 50%. Et donc là, tout l'enjeu, c'est pas forcément d'amener les outils de dépistage puisque les gens le reçoivent par la poste. Donc là, il n'y a pas de difficulté de déplacement géographique. C'est plutôt comment alors dans la question de l'accessibilité aux soins, il y a Péchanski et Thomas, certainement certains d'entre vous ont lu ça, qui ont théorisé les différentes dimensions de l'accessibilité. Il y a une dimension géographique, il y a une dimension économique, et il y a toute une dimension qui est l'acceptabilité et de comprendre en quoi c'est utile pour soi-même de se faire dépister, et puis dans certains cas, en quoi c'est utile aussi socialement, parce que en se soignant, je pense aux maladies sexuellement transmissibles, je pense tous les enjeux autour de la vaccination et des réactions de certaines personnes par rapport à la vaccination. Il y a un certain nombre de moments où on ne fait pas ça que pour soi aussi, on fait ça pour vivre ensemble sans propager des maladies. Donc tout ça, ça fait partie de la sensibilisation et ça obéit à des mécanismes qu'on ne connaît pas très bien. Finalement, donc là, nous, ça fait partie de nos programmes de recherche. Si Maïwen, peut-être un rapide Oui, tout à fait. retour. La sensibilisation, c'est essentiel. En fait, nous, quand on fait de l'aller vers, il faut d'abord qu'on dise qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là, ce qu'on peut proposer, et que les personnes testent ce qu'on peut vraiment apporter et qu'on arrive à créer ce lien de confiance. Donc la sensibilisation, c'est la première étape pour pouvoir créer ce lien de confiance et ensuite pouvoir, à partir des demandes des personnes, commencer à travailler avec elles. Donc c'est l'élément essentiel en permanence. Et un exemple, c'est qu'on a été sollicité il y a très peu de temps là, pour intervenir en urgence sur de la vaccination sur un camp parce qu'il y avait un cas de méningite. Et il fallait intervenir en urgence pour vacciner. C'est la demande qu'on a eue. Et en fait, on a dit non. Si on ne fait pas de sensibilisation avant, ça n'a aucun intérêt. Notre vaccination va être inefficace. Notre temporalité, c'est insensibiliser, avoir l'adhésion de la population, donner les messages clés, travailler avec eux, et vacciner. Et donc oui, en effet, la sensibilisation, c'est vraiment l'étape clé pour toutes les actions d'aller vers. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour tous ces échanges. Je vous propose d'aller... oui, on peut les applaudir. Merci beaucoup.